Et nous allons, après cette présentation émouvante du directeur de la revue, évoquer une autre facette de la personnalité de Jean-Jacques Dupeyroux avec Raphaël Baquet et les femmes oubliées, tout autre sujet. Bonjour. Alors, je ne suis pas juriste, donc je vais vous parler des positions de Jean-Jacques, plus de ses positions politiques et de son engagement, effectivement, envers les femmes. Souvent, on dit c'est un homme qui aimait les femmes, et il y a quelque chose d'un peu égrillard derrière, donc je ne prendrai pas cette expression parce qu'on le dit souvent pour parler d'un homme qui aime user des femmes. Lui, il a été un allié des femmes, un véritable allié des femmes. Ce qui est intéressant quand on regarde, quand on se repenche sur tout ce qu'il a écrit sur les droits des femmes, c'est que d'emblée, il en parle d'une façon incroyablement moderne. Souvent, quand on regarde ce que les hommes et les femmes, mais souvent les hommes ont écrit il y a 50 ans, il y a un effet d'époque. On parle des femmes comme d'individus fragiles qu'il faudrait protéger. Je me suis replongée dans la documentation du Monde. Comme vous le savez, il a abondamment écrit dans le Monde. Et quand on va dans la documentation du Monde, il a un très gros dossier avec tous ces articles bien classés. C'est d'ailleurs merveilleux de s'y replonger. Et d'emblée, il en parle comme toutes les féministes d'aujourd'hui pourraient en parler. Il en parle comme d'individus qui doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Et c'est d'emblée affirmé. Jamais il ne parle des femmes comme de mineurs ou comme, encore une fois, de personnes fragiles. Jamais. Et c'est très intéressant de voir que dès vraiment les années 60 et 70, alors qu'il y a évidemment des mouvements féministes qui bataillent dans la rue et dans lesquels il y a des hommes, peut-être d'ailleurs avait-il manifesté avec elles, mais il y a quand même très peu d'hommes qui, au plus haut niveau du droit, de l'État, de la haute administration, bataillent pour les femmes. Lui, il le fait. Il le fait, et encore une fois, avec des mots qui ne dépareraient pas du tout aujourd'hui. Dès qu'il y a les premières lois contre les discriminations raciales ou religieuses, il bataille pour qu'on y rajoute les femmes, le sexe. En vain d'ailleurs, au début, il sera entendu après, mais c'est immédiatement son sujet. Dans les articles du Monde, il emploie le mot sexisme. C'est encore un mot qu'on met entre guillemets, justement, dans les titres du Monde. Je reconnais d'ailleurs là l'effet des correcteurs, qui sont toujours à l'écoute des mouvements de l'époque, hein. Mais lui, il parle de sexisme. En 1974, il fait un grand article, justement avant la première intervention de Françoise Giroud, ministre de la Condition féminine, mot qu'il moque déjà. Je trouve que c'est... Il entend déjà parler du droit des femmes. Et à vrai dire, ce qu'il propose est bien au-delà de ce que François Giroud pourra faire passer. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, dans les années avec ce début de septennat Giscard, le droit des femmes va quand même progresser, notamment sur l'avortement, vous le savez. Mais il propose toute une série de droits qui ne vont rentrer en vigueur parfois que 10, 20, 25 ans plus tard. Déjà sur le fait que les femmes puissent porter leur nom, même lorsqu'elles sont mariées. Évidemment, sur leur droit à une vie sexuelle et à la contraception et à l'avortement, il est en première ligne, mais ça, il sera suivi. Et il va batailler bien plus tard pour des femmes qui, justement, n'ont vraiment pas de droit. Il les met au même niveau. Les femmes des commerçants et des artisans, qui n'ont pas le droit à la retraite lorsqu'elles ont travaillé avec leur mari, et tout autant que leur mari. Puis des femmes plus difficiles à défendre dans la société, les prostituées, qui à l'époque n'ont absolument aucune couverture sociale. Ce sont des femmes, encore une fois, difficiles à défendre parce qu'à vrai dire, personne ne veut parler pour elles. Il y a dans ces années 70 une femme qui parle pour elle, c'est une prostituée, vous vous en souvenez peut-être, Ulla, mais il n'y a certainement pas de juriste. Et lui le fait. Et c'est intéressant quand on replonge. Il se trouve que non seulement je l'ai
connu comme journaliste lorsqu'il écrivait beaucoup aux journalistes du Monde, vous vous en doutez, mais je l'ai aussi eu comme professeur, comme étudiante. J'étais étudiante donc à Assas dans les années 80. C'était encore un public d'étudiants assez conservateur. C'était la bourgeoisie conservatrice qui venait là. Or, il parlait à ce public d'étudiants, justement, de la défense des prostituées. Et je peux vous dire que c'était un peu houleux, quand même, dans les travées. Et il l'a toujours fait avec des arguments implacables, qui sont les arguments non seulement de l'humaniste, mais du juriste. Il le faisait avec beaucoup d'habileté, puisqu'il mettait dans la même défense les prostituées et les religieuses. Évidemment, ça secouait un peu dans les rangs, mais à vrai dire, il avait raison, puisqu'elles avaient la même difficulté, la même problématique, sinon que les religieuses étaient quand même un peu aidées par l'Église, ce qui n'était pas tout à fait le cas des prostituées. Mais il le faisait vraiment avec cette façon très moderne, encore une fois, de parler des femmes. Et il a été un véritable allié. Et je dois dire que toute sa vie, il a bataillé. Parfois, il a mis 10 ou 20 ans avant de réussir, et parfois plus, à faire entendre raison et à faire en sorte que les prostituées puissent avoir un minimum social, que les femmes d'artisans et de commerçants puissent avoir une retraite, et que tout simplement les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Il parlait déjà de quotas dans les conseils d'administration dans les années 70, pour vous dire à quel point il est moderne. Et c'est vraiment très intéressant de se replonger dans ses prises de position. Je vous assure qu'il est vraiment le seul. Des femmes tiennent ses propos. Très peu d'hommes. Et surtout, lui, il le fait effectivement avec ses connaissances de juriste, son habileté aussi dialectique, et c'est très efficace. Et il a vraiment beaucoup aidé de cette façon-là les femmes. Je voudrais dire aussi ce qu'il a été, pour moi justement, je pense que c'est dans le même type d'engagement, comme professeur. Je vous l'ai dit, il était à Assas à cette époque, dans les années 80, la gauche était au pouvoir, mais à Assas, on avait l'impression que ce n'était pas tout à fait le cas. Il tenait son cours en fin d'après-midi, pour que les étudiants, à 18h, en tout cas dans les années où j'ai été étudiante, pour que les étudiants qui travaillaient puissent venir. C'était mon cas. J'étais salariée en même temps, et je me souviens très bien, j'étais hôtesse à Air France, à Orly. Et donc j'arrivais habillée en tenue d'hôtesse par le car Air France qui arrivait à Montparnasse. Je courais vite à Assas, je rentrais un peu en catimini parce que j'étais un peu ridicule avec mon uniforme d'hôtesse et j'allais me changer dans les toilettes. Et un jour, il m'avait vue avec cet uniforme d'hôtesse. Et il savait bien qu'il y avait des étudiants qui travaillaient et qui venaient suivre ses cours. Et il faisait bien attention que ça ne soit pas seulement des cours du soir, justement, où là, il n'y a que des étudiants salariés. Il savait bien que les étudiants classiques, eux aussi, ils avaient des petits jobs. Et donc, vraiment, il était très important. Je dois dire qu'alors qu'il avait un discours assez décoiffant, encore une fois, pour le public, l'amphi, lors de ses cours, était archi rempli. Vraiment, il avait... Je crois que c'était... Il y avait d'autres professeurs, je me souviens que Philippe Ardant était un peu dans le même cas, mais Jean-Jacques Dupeyroux était vraiment applaudi à chaque fin de cours, tellement son cours était formidable, emballant, alors même que la matière peut être aride parfois. C'était vraiment pas le cas. Il avait un énorme succès. Et plus tard, je l'ai retrouvé donc, comme journaliste au Monde, où il écrivait. Il m'a écrit beaucoup, mais je pense qu'il écrivait à beaucoup d'autres journalistes. Alors, les lecteurs du Monde écrivent beaucoup. C'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs, mais ils écrivent beaucoup, puis ils sont souvent des lecteurs qui bataillent pied à pied avec les journalistes. 75% de nos lecteurs ont bac plus 5. Autant vous dire que ce sont des lecteurs qui sont intraitables et qui discutent beaucoup de ce qu'on peut écrire. C'était le cas de Jean-Jacques, sans que ça soit jamais agressif ni acerbe, au contraire. Mais il écrivait pas seulement sur le droit social, puisque moi je n'ai jamais écrit sur le droit social. Il écrivait sur les grands sujets de société. Il m'a écrit sur les femmes, beaucoup,
c'était un de ses sujets importants. Il écrivait beaucoup sur la politique. Il était passionné par tous les progrès qu'une société peut faire. Et je dois dire que jusqu'au bout, il l'a été. Souvent, la marque de la vieillesse, c'est de se retourner vers le passé, de devenir nostalgique, de ne plus aimer le progrès, de penser que ça sera moins bien après que cela n'était avant. Ce n'était pas son cas. Il est resté jeune de ce point de vue-là jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a continué à penser que la société pouvait avancer, qu'elle pouvait progresser, et que pour les plus faibles, il y avait encore des choses à conquérir. Ça, à vrai dire, c'est ce que j'ai le plus aimé en lui. Et quand je l'ai retrouvé dans ces dernières années, grâce à Catherine, on a fait plein de déjeuners ensemble, effectivement, chez lui. Il était toujours très critique sur le monde. Je savais qu'il avait lu tel ou tel article, qu'il critiquait tel ou tel titre. Et c'est bien normal. Je trouve ça toujours très galvanisant et à vrai dire, j'ai l'habitude. Mais jusqu'au bout, j'ai vu un homme confiant, au fond assez optimiste dans la capacité de l'humanité à s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très grande leçon. Et voilà, c'est ce qu'il me reste de lui, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'il vous a apporté. C'était un homme qui pouvait avoir des phases de mélancolie, mais qui restait quand même assez confiant, oui, dans l'humanité. Voilà.